Aujourd'hui, pour parler de qualité de vie au travail, en Bretagne, on a convié un certain nombre de partenaires et je les remercie encore. On aura un mot d'accueil de Martial Guillaumard, qui est le représentant du collège régional UDES ici en Bretagne, qui dira un mot. De la même manière, et également Sylvie Mimbourg, déléguée territoriale de Corom en Bretagne, Corom qui est le partenaire de l'UDES sur ce projet et qui a réalisé ce baromètre sur la qualité de vie au travail, qui va nous en dire un mot. Et donc, pour présenter les résultats tout à l'heure, donc on aura à la fois Justine Alazar, chargée de mission santé et qualité de vie au travail de Corom, et Younes Benjab également, chargé de mission prévention et santé, qui pourra aussi réagir à vos questions tout à l'heure au moment de l'échange. Et on souhaitait également donner en visibilité, je dirais, en prise de recul par rapport à ces résultats qu'on va vous partager. Également deux témoignages, notamment celui de Madame Savina, responsable sécurité et maintenance de l'association Canard Mort, et de Sandra Baudy, directrice du pôle domicile de l'association ASIA, du réseau UNA. Donc moi, j'aurai le plaisir, en tout cas, d'animer ces échanges. Donc, sans attendre, je vais donner la parole à vous, Madame Mimbourg, pour Corom, pour nous dire un mot en introduction, je dirais, de ce webinaire. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'espère que vous allez bien et je vous remercie pour votre participation donc, à la présentation de ce baromètre qualité de vie au travail. Je suis Sylvie Mimbourg, donc déléguée territoriale Grand Ouest pour Corom. Donc, c'est un territoire qui comprend la Normandie, la région Pays de la Loire et la Bretagne. Donc, pour mémoire, Corom, c'est 60 ans d'expérience au service de l'économie sociale et solidaire. C'est le premier opérateur donc, prévoyance des associations. Avec plus de 24 000 structures adhérentes pour 716 000 salariés couverts, Corom donc, développe des solutions qui sont adaptées à ses clients. Et nous mettons en place régulièrement de nouveaux services. Pour la Bretagne, plus particulièrement, donc, nous couvrons plus de 3 000 structures et près d'un quart des salariés de l'économie sociale et solidaire sur la Bretagne. Corom, c'est l'humain au cœur donc, de ses préoccupations. Vous avez un accompagnement de proximité avec Charline Pellerin, donc, qui est conseillère à la protection sociale pour la Bretagne spécifiquement, et qui nous a rejoint le 15 juin dernier, donc, qui est à votre service et qui est surtout à votre écoute pour vous accompagner. Nous avons donc une offre globale et complète de services, donc, et parce que la prévention et la santé qualité de vie au travail, c'est un enjeu fort pour les structures de l'ESS. Moi, je suis très heureuse de participer donc, avec l'UDES Bretagne à la déclinaison donc, régionale Bretagne de cette conférence qualité de vie au travail. Et je remercie particulièrement donc, Madame Savina et Madame Baudy donc, qui ont bien voulu témoigner lors de ces échanges. À tout de suite. Martial, peut-être un mot. Merci Madame Mimbourg pour ces premiers mots et en effet pour ce partenariat qui pour nous également est très important. Peut-être Martial pour la représentation UDES en région. Bien, Martial Guillaumard, donc je suis vice-président d'une association ADMR des Sources à la Baie sur l'agglo de Saint-Brieuc, association donc d'aide à domicile, personnes âgées, personnes handicapées, intervention auprès des familles, y compris dans le cadre de la protection de l'enfance, avec une spécialité aussi sur tout ce qui concerne les personnes atteintes d'Alzheimer, donc accueil de jour, équipe spécialisée, aide aux aidants, ça représente 82 salariés. Et je suis aussi donc président de la fédération ADMR des Côtes-d'Armor. C'est un réseau qui a une spécificité puisque ces conseils d'administration à tous les échelons, au niveau national comme au niveau local, ont des représentants, donc des salariés. Un quart, c'est un collège qui représente un quart des administrateurs. Donc, je représente ici la délégation de l'UDES pour la Bretagne. L'UDES regroupe 23
groupements et syndicats employeurs, soit dans les associations, les mutuelles et aussi les coopératives. Ça regroupe aussi 16 branches et secteurs professionnels. C'est 30 000 entreprises, elle emploie près d'1 million de salariés, donc c'est très important, et c'est l'organisation multiprofessionnelle de l'économie sociale et solidaire. Ça représente 80% de notre secteur. Alors en Bretagne, où l'économie sociale et solidaire est assez représentée, nous avons 150 000 salariés. Cela représente 14% de l'emploi du territoire. Et ça représente aussi 13 500 établissements d'employeurs, soit 12% du territoire. Alors, en tant que partenaire social, l'UDES porte la parole collective des employeurs de l'économie sociale et solidaire auprès des pouvoirs publics, auprès des partenaires sociaux, auprès des acteurs territoriaux, sur toutes les questions liées aux politiques d'orientation, d'emploi, et aussi de formation professionnelle. Voilà. Donc, nous assurons la promotion et la défense de notre secteur. Donc, de par notre positionnement, nous avons effectivement des valeurs et une approche spécifique de l'économie qui nous ont conduit effectivement à avoir un regard particulier sur la qualité de vie au travail. Et c'est pourquoi nous sommes heureux d'avoir un partenariat avec Corom depuis de longues années. Et donc, c'est aujourd'hui l'occasion de décliner décliner au niveau régional, ce troisième baromètre qualité de vie au travail. Pour présenter les résultats de l'enquête et aussi pour faire lien avec nos préoccupations d'employeurs en cette période de crise sanitaire. Nous pensons aussi que les pratiques expérimentées pendant la crise pourront servir à enrichir toutes nos expériences et nous permettre aussi d'améliorer les conditions de travail pour chaque association, structure de l'économie sociale et solidaire. Je vous souhaite à mon tour une bonne conférence dans les conditions qu'on connaît, en espérant qu'il n'y ait pas de bug. Et je te repasse la parole, Charles. Merci, Martial. En effet, on va espérer qu'il n'y ait pas de bug. Pour l'instant, tout va bien. Peut-être sans attendre maintenant, on va passer la parole à Madame Alazard, Justine Alazard, chargée de mission santé et qualité de vie au travail de Corom. Alors, je vais lui passer le petit contrôle du diapo. Donc, il y aura peut-être un petit temps de latence. Le temps pour moi de vous préciser que vous avez la possibilité de poser vos questions par écrit dans le cadre du module QR qui se trouve là en bas de votre écran. Donc vous avez, et je vous invite vraiment à nous poser les questions au fur et à mesure d'ailleurs de la présentation que va nous faire Madame Alazard des premiers résultats et des témoignages qui seront faits. On aura également bien entendu la possibilité d'avoir un échange oral cette fois-ci à la fin des présentations pour également vous entendre sur ces sujets. Voilà, Madame Alazard, à vous la parole pour nous présenter ces premiers résultats. Merci, Monsieur Bozonnet, et bonjour à tous. Merci pour votre première présentation. Un petit mot d'abord sur Corom et sur le CIDES, donc, qui est le service de Corom qui se charge d'accompagner les adhérents sur les démarches de prévention. Donc, le CIDES propose d'accompagner les adhérents, que ce soit par des diagnostics RPS ou tout simplement dans la mise en œuvre d'actions concrètes pour améliorer la qualité de vie au travail. Nous animons aussi des clubs prévention, qui sont des clubs durant lesquels les différentes structures exposent les problématiques et travaillent sur des préconisations communes. Nous proposons également des webinaires qui portent sur les thématiques de santé et de qualité de vie au travail. Et enfin, donc, nous portons ce baromètre qualité de vie au travail. Alors, est-ce que je peux avancer dans les diapositives? Alors, un petit mot donc, sur ce baromètre. En quoi consiste-t-il? Donc, il permet de faire un état des lieux du ressenti et des attentes des salariés, mais aussi des dirigeants de l'ESS. Donc, c'est sa particularité puisqu'il interroge à la fois les salariés et les dirigeants.
il est réalisé donc à un niveau national et les données, donc, comme ici, elles sont présentées à un niveau, elles sont exploitées à un niveau régional. Donc ici, nous aurons l'occasion de nous attarder sur les résultats de la région Bretagne. Un petit mot concernant la structure de l'échantillon. Donc, il est représentatif des établissements de l'ESS, puisque 26% des répondants étaient des hommes, 74% étaient des femmes. Une majorité, l'âge moyen des répondants était de un peu plus de 45 ans. La majorité des répondants étaient plutôt salariés, puisque effectivement il y avait moins de dirigeants, on a 13% de dirigeants. 90% de nos répondants à ce baromètre étaient en CDI et les 2 tiers d'entre eux étaient à temps plein, 1 tiers à temps partiel. Concernant les établissements qui ont été interrogés, là encore représentatifs du secteur de l'ESS, puisque 89% d'entre elles étaient des associations, 7% des mutuelles. Enfin, à peu près la moitié de ces établissements comportaient de 50 à 499 salariés. Qu'en est-il donc des indicateurs globaux de la région Bretagne? Donc, la première question sur laquelle on peut s'attarder est un indicateur de satisfaction globale. Donc, je vous propose de regarder ce PowerPoint en faisant bien la différence entre donc, les réponses des salariés qui sont plutôt dans les tons violets en haut et les réponses des dirigeants qui sont en bas. Donc, ça nous permet de faire une comparaison entre ces deux populations. On observe concernant la satisfaction globale qu'en moyenne, 78% des salariés de la région Bretagne sont satisfaits de leur qualité de vie au travail et sont satisfaits de leur travail. Et c'est une moyenne qui est légèrement supérieure à la moyenne nationale, puisqu'on observe que 74% des répondants au niveau national sont satisfaits. Donc, c'est une moyenne qui est légèrement supérieure. Et on retrouve cette tendance parmi les dirigeants qui sont eux aussi un petit peu plus satisfaits à 89%. Comparé à la moyenne nationale. Donc, globalement, on observe également que les dirigeants sont plus satisfaits à l'égard de leur travail que les salariés. Concernant la satisfaction à l'égard de la qualité de vie au travail, donc l'évaluation plus précise de la qualité de vie au travail, elle a été réalisée sur une échelle allant de 1 à 10, de très dégradée pour 1 et 10 pour très bonne. En moyenne, les salariés ont donné une note de 6,3 à leur qualité de vie au travail. C'est une moyenne qui est légèrement inférieure à celle des dirigeants, à 7,2. Et c'est aussi en légère baisse, en léger recul par rapport au baromètre de 2016, puisque la moyenne à ce moment-là était à 6,4. Au-delà d'une simple moyenne, ce baromètre a permis de nous interroger sur la perception que les individus ont du fait que leur qualité de vie au travail se soit plutôt améliorée ou dégradée. Donc ici, on observe que presque la moitié des salariés observent une dégradation en 2019 de leur qualité de vie au travail, ce qui est plutôt une augmentation par rapport aux années précédentes, puisqu'en 2016 et en 2013, on était en dessous de cette perception. Et en revanche, on observe une différence, là encore, avec la perception des dirigeants, puisque concernant les dirigeants, 33% d'entre eux ont perçu une amélioration et globalement, 38% n'ont perçu aucun changement dans leur qualité de vie au travail. Au-delà d'un simple constat concernant cette évolution, cette dégradation, ce baromètre a également permis de s'interroger sur les raisons de ces améliorations. Et donc, on voit ici, premièrement, qu'on n'a pas pu observer de raisons d'amélioration chez les dirigeants puisqu'on avait une population qui était trop faible. Et donc, on peut interroger simplement les salariés sur ces raisons d'amélioration. Et donc, les 3 facteurs qui influencent le plus positivement l'amélioration de la qualité de vie au travail sont l'ambiance au travail au sein de l'équipe, les évolutions des missions et l'intérêt au travail,
et les changements d'organisation. Donc ça, ce sont les 3 facteurs qui participent le plus au fait que la qualité de vie au travail se soit améliorée pour les salariés qui ont perçu effectivement une amélioration. On a également posé la question aux salariés qui avaient perçu une dégradation. Quelles étaient les raisons de cette dégradation? Là encore, on peut s'attarder sur les 3 premiers facteurs. Donc, on observe les changements d'organisation, les évolutions des moyens humains et financiers et la reconnaissance des compétences. Un petit point qui me semble important d'évoquer ici, c'est que ce soit pour l'amélioration ou pour la dégradation, les changements d'organisation participent soit de manière positive, soit de manière négative à la qualité de vie au travail. Il me semble que c'est un point important à souligner. Concernant le fait de recommander, l'intention de recommander sa structure auprès d'autres individus, 63% globalement des salariés en 2019 auraient tendance à recommander leur structure, 37% d'entre eux n'auraient pas tendance à recommander leur structure, et on observe une très nette différence avec les réponses des dirigeants, puisque ces derniers seraient plus de 92% à recommander leur structure s'ils devaient le faire. Je laisse la parole à Charles pour la suite de la présentation. Et merci. Merci Justine pour ces premiers éléments extrêmement intéressants. Il y a déjà des premières questions qui se posent, notamment une savoir sur en effet les différents items qui étaient précisés dans la note globale, et donc vous avez pu déjà le détailler. Peut-être pour une première prise de recul, Madame Savina, donc vous êtes responsable sécurité et maintenance l'association Canard Mort, que vous pouvez d'ailleurs nous présenter également, hein, tout à fait. Et vous avez mis en place, en effet, vous réfléchissez à ces enjeux de qualité de vie au travail dans votre structure. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, et puis aussi au regard des premiers résultats qui ont été partagés, voilà, faire le lien finalement avec ce que vous aussi vous vivez, je dirais, en tant que responsable dans votre structure d'aide à domicile. Absolument. Bonjour à tous pour votre présence, et merci pour votre présence. D'abord, je m'excuse de la part de Christophe Pouliquin, qui est notre directeur des ressources humaines, qui aurait dû participer au webinaire. Il est absent par rapport à d'autres impératifs professionnels. Je suis donc responsable sécurité et maintenance dans l'association Canard Mort, et j'interviens auprès de Christophe pour tout ce qui concerne les démarches de prévention des risques professionnels. Canard Mort, pour ceux qui ne connaissent pas, est une association du secteur plutôt sud et centre Finistère, avec 29 établissements et services. Nous accueillons plus de 1000 personnes en situation de handicap ou personnes âgées, et nous employons près de 500 salariés au sein de structures différentes, notamment 5 foyers de vie accueil médicalisé, une résidence autonomie, 4 foyers d'hébergement des travailleurs d'ESAT, 5 ESAT et un SAVS SAMSA. Concernant la démarche qualité de vie au travail, tout d'abord, moi j'insisterai sur un point, c'est que se lancer dans une démarche QVT, c'est aussi se donner le droit à l'expérimentation. Il n'existe pas de solution toute prête à l'emploi, un catalogue de solutions. Il faut essayer par rapport à nos différentes structures, par rapport aux salariés, par rapport à des moments donnés aussi dans le temps, par rapport aux situations telles qu'aujourd'hui la crise sanitaire que nous traversons. Et il est très intéressant de s'appuyer aussi sur les partenaires, travailler en réseau et de savoir ce qui a pu se mettre en place auprès d'autres collègues pour s'en enrichir et utiliser les bonnes pratiques et les retours d'expérience. C'est notamment dans ce sens que l'association Canard Mort a enclenché en 2012 une démarche globale de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Cette démarche intègre 22 dispositifs. La démarche a été validée par un accord d'entreprise en 2015 et c'est une politique et des outils communs pour l'ensemble de nos établissements. En 2017, Canard Mort a souhaité aller plus loin. C'est notamment l'année de ma création de poste au sein de l'association et du lancement du baromètre QVT en partenariat avec Sidescorum. Tous les salariés de notre association ont eu la possibilité de répondre à un questionnaire, le questionnaire qui permet de transmettre les résultats du baromètre. C'est quasiment les 3 quarts de nos salariés qui y ont répondu.
Et cela a permis de comparer nos résultats avec ceux des autres secteurs de l'économie sociale et solidaire et de la Convention collective 66. On a pu identifier notamment les principaux points d'appui et les leviers d'amélioration sur lesquels l'association doit s'appuyer pour construire sa feuille de route qualité de vie au travail du futur. Et je voudrais du coup vous présenter ces 6 principaux points d'amélioration qui ont été identifiés, qui nous ont permis de mettre en face des actions d'amélioration. Le premier point d'amélioration concerne la communication et l'information. C'est quelque chose qui a été remonté dans quasiment tous les établissements interrogés, la problématique d'accès aux informations et d'avoir une communication homogène entre le siège social et les établissements. Ce que l'on a réfléchi, que l'on va mettre en place là, sur la fin de l'année 2020, c'est une méthode d'organisation de nos communications qui sont adressées aux salariés. Une méthode qui soit commune à l'ensemble des établissements, notamment par le biais de management visuel, de pouvoir avoir en un seul clin d'œil et avec des codes couleurs l'accès aux informations et surtout, et le plus important, c'est d'en assurer la maintenance, c'est-à-dire de n'avoir accès qu'aux éléments du moment et pas retrouver des documents obsolètes. Donc ça, c'est un travail que l'on mène avec notre chargée de communication aujourd'hui. Le deuxième point d'amélioration concerne l'organisation du travail. On a vu juste avant que c'était soit un point positif, soit un point d'amélioration. Aujourd'hui, on a conscience de difficultés d'un point de vue organisationnel et notamment des relations qu'il peut y avoir entre un établissement ou des établissements et le siège social. Fort de ce constat, l'association a déclenché un audit organisationnel avec KPMG et Socogec sur l'année, qui a permis d'identifier plusieurs points d'amélioration ou plusieurs axes de progrès. Et pour pouvoir justement définir le plan d'action, il y a 4 groupes de travail pluridisciplinaires qui ont été montés. Donc, les travaux sont toujours en cours. Certains avancent plus facilement que d'autres, et notamment un groupe de travail sur les ressources humaines, un groupe de travail sur la comptabilité, un groupe de travail sur la gouvernance et un groupe de travail sur les systèmes d'information. Le troisième point d'amélioration concerne le développement de la reconnaissance et la valorisation du travail et des compétences. Aujourd'hui, nous avons, comme je vous le disais, près de 500 salariés dans l'association avec des compétences qui sont reconnues et parfois des compétences que l'on n'estime pas ou dont on n'a pas conscience. On a donc lancé des appels à candidature pour des formateurs internes. À ce jour, nous avons 3 formateurs internes PRAP, donc pour les formations, prévention des risques liés à l'activité physique. Et nous avons aussi valorisé une salariée qui est sapeur-pompier volontaire, qui est devenue formatrice interne SST pour former les sauveteurs secouristes du travail. Le 4e point concerne l'amélioration du relationnel. Et là, on a notamment sur 2 établissements, avec une direction commune, des réunions interfonctions qui ont été mises en place. Elles associent des représentants de chaque métier, chaque domaine d'action de l'établissement, et ça permet de construire et d'agrémenter le plan d'amélioration continue de l'établissement. Le 5e point d'amélioration concerne la clarification des objectifs, des missions et des fonctions. Donc là, il y a un gros travail qui a été mené avec les établissements et le service ressources humaines concernant la mise à jour des profils de poste et des profils de fonction, notamment sur les missions de coordination éducateurs spécialisés et sur les nouveaux métiers que l'on emploie, à savoir les ergothérapeutes et les psychomotriciens. Enfin, le 6e point d'amélioration concerne les conditions matérielles. Pour les conditions matérielles, on traite notamment tout ce qui a un impact sur les troubles musculo-squelettiques. Et là, nous avons lancé, fin d'année dernière, un diagnostic ergonomique sur l'ensemble de nos établissements. Du fait du contexte sanitaire, nous avons dû reporter, on en est au 2e report, les dates d'intervention. Et on fait intervenir, par le biais de notre partenaire Harmonie Mutuelle, un ostéopathe formé à l'ergonomie. Donc, il intervient sur un laps de temps donné par nature d'établissement sur l'ensemble de nos sites. Et à l'issue, nous allons avoir un guide de recommandation qui sera élaboré par cet intervenant. Au-delà du baromètre QVT de Sidescorum, il y a également la participation de Camp Armor au club prévention qui ont été abordés par Madame Alazard juste avant.
Donc, ces clubs prévention permettent de réfléchir à des solutions avec d'autres professionnels du milieu et de pouvoir partager nos difficultés et nos potentielles réussites. La prévention doit être une démarche commune et partagée, et c'est pourquoi la participation conjointe des représentants employeurs et représentants des instances du personnel est fortement appréciée. Plus récemment, en 2018, Can Armor a été labellisé et s'aimer la santé. C'est un dispositif de labellisation par le biais de CIDES Quorum, c'est une sorte d'audit à l'instant T de notre démarche et de la maturité de notre démarche de prévention, au travers notamment d'entretiens pluridisciplinaires, donc plusieurs catégories de métiers. Ces entretiens sont menés par des experts de CIDES et qui permettent, à l'issue, nous avons un état des lieux, des points satisfaisants et des axes de progrès. Donc, ça permet aussi de construire notre feuille de route de prévention et d'amélioration de notre démarche QVT et prévention des risques professionnels. Et plus récemment, comme beaucoup d'entre nous, le contexte sanitaire a amené l'association Can Armor à rédiger et à faire valider par les instances du personnel une charte liée au télétravail. Voilà pour quelques éléments. Si vous avez besoin de plus d'éléments factuels, je pourrais vous communiquer, rentrer dans le détail de certaines de nos actions. Merci beaucoup, Madame Savina, en effet, pour ce témoignage extrêmement, déjà, premier témoignage extrêmement riche. On voit l'importance, en effet, de la question de l'organisation du travail, hein, dans cette question de qualité de vie au travail, et pas uniquement les conditions matérielles, même si, évidemment, elle joue, et l'importance aussi du dialogue social. Et ça fait référence aussi à ce que disait Martial Guillaumard, évidemment, en début de webinaire, sur l'importance aussi du dialogue social entre partenaires sociaux sur ce sujet. Je pense que, voilà, encore une fois, n'hésitez pas, si vous souhaitez nous faire part également, vous les participants de ce webinaire, à des illustrations également complémentaires, n'hésitez pas à nous en faire part. Peut-être à ce stade, pour compléter sur notamment les points d'appui et points de progrès, je vais laisser la parole également redonner la parole à Madame Alazard pour nous présenter là aussi la suite des résultats, là plus spécifiquement dans une vision d'appui et de progrès telle que Quorum l'a prévu. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne, Madame Alazard, sur le contrôle. Alors, bon. On va vérifier ça tout de suite. Là, nous, on y effectivement, c'est voilà, bon. C'est bon. J'ai le contrôle. Vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup. Donc, effectivement, je vous propose de faire un petit point sur les points d'appui, donc qui sont les aspects sur lesquels les structures peuvent se baser pour consolider leurs actions et pour maintenir une bonne qualité de vie au travail et poursuivre les démarches d'amélioration. Donc, tout d'abord, un petit point sur l'ambiance au travail, puisque c'est le premier point qui était interrogé. Donc, on observe chez les salariés de la région Bretagne en 2019 une bonne perception de l'ambiance de travail, puisque 85% d'entre eux perçoivent une bonne ambiance au travail, et qu'elles participent positivement à leur qualité de travail. On voit que globalement, cette tendance est stable dans le temps, puisque depuis 2013, il y a une bonne perception de l'ambiance au travail. On observe également que chez les dirigeants, cette perception est également positive et qu'elle est, chez les dirigeants, même en progression par rapport au premier baromètre en 2013. Donc, voilà un point positif sur lequel les structures peuvent continuer de s'appuyer. Pour continuer, un petit point sur la variété, le sens du métier, avec deux questions notamment qui ont été posées. Dans mon travail, mes tâches et activités sont variées. Je me sens utile au public et aux bénéficiaires. Donc, pour ces deux questions, là encore, les salariés répondent oui à 94 à 87%. Là encore, pour la deuxième question, on a un point de comparaison avec 2016 et c'est en augmentation. Et de même, chez les dirigeants, il y a une bonne perception de la variété et du sens du métier. Donc, ce sont des points positifs. Concernant la clarté des objectifs,
Alors là, il y a un point intéressant, je pense, à préciser, c'est que concernant les attentes au travail, les salariés et les dirigeants ont une bonne connaissance de ce qu'on attend d'eux au travail. En revanche, on observe pour les deux populations une méconnaissance ou en tout cas une moindre connaissance des éléments sur lesquels le travail est évalué. Donc, bon, globalement, ça reste positif. On voit qu'il y a peut-être un travail à faire sur ce point-là, mais dans l'ensemble, la clarté des objectifs reste positive et en progression, de même par rapport à 2016. Pour poursuivre, donc un point sur les moyens et l'autonomie perçus au travail par les salariés et les dirigeants. Dans l'ensemble, pour les deux populations, les items ont été perçus, les participants ont répondu oui à l'ensemble de ces items et nous avons plutôt des pourcentages positifs sur ces items-là. Et enfin, une question qui est plus orientée vers les salariés puisqu'elle concerne la perception du soutien du manager. Donc là encore, on a interrogé les salariés et 63% d'entre eux perçoivent plutôt une... Pardon, je suis désolée, le téléphone vient de sonner à côté de moi. Donc, les salariés perçoivent globalement que leur manager les soutient au travail. En revanche, on observe une légère baisse par rapport à l'année précédente, en 2016. Je ne sais pas quoi faire. Concernant les expressions et les échanges sur le lieu de travail, qui sont également des points d'appui, pour les salariés, globalement, ils sont satisfaits à 66% de leurs possibilités d'expression. Et là, on observe un très net écart avec les dirigeants, puisque ça reste positif, mais globalement, les dirigeants sont dans la totalité presque satisfaits de leurs possibilités d'expression. Et lorsqu'on interroge les salariés et les dirigeants sur la mesure dans laquelle les échanges peuvent ou ne peuvent pas améliorer leur qualité de vie au travail, là encore, on observe une différence puisque 64% des salariés pensent que les échanges au travail permettent d'améliorer leur qualité de vie au travail, tandis que 94% des dirigeants, eux, sont convaincus que les échanges qu'on a au travail permettent de contribuer à une bonne qualité de vie au travail. Un petit point maintenant sur les points de progrès sur lesquels les structures peuvent se positionner. Concernant la pression temporelle et la charge de travail, on observe pour les deux populations et d'une manière assez stable dans le temps que près de 50%, plus de 50% perçoivent une forte pression temporelle, sont interrompus au travail et ont globalement une forte charge de travail. Et alors, on peut s'attarder un petit peu sur le pourcentage en bas à gauche pour les salariés, 36%. Donc, je reçois des consignes ou des indications contradictoires de la part de différentes personnes. Ça, c'est un pourcentage qui est en hausse importante chez les salariés en 2019 et qu'on n'observe pas, en revanche, chez les dirigeants. Concernant les relations avec le public, globalement, ce qu'on observe dans cette analyse du baromètre, c'est que les salariés et les dirigeants se sentent reconnus par les bénéficiaires, mais que globalement, ils se sentent aussi affectés par les situations qui peuvent être compliquées et qui sont évidemment propres au secteur de l'ESS. Donc ça, c'est un point également de vigilance sur lequel il faut porter attention. Enfin, une question qui était nouvelle dans ce baromètre, dans cette dernière version du baromètre, c'est une question qui portait sur la perception des changements et dans quelle mesure ont-ils ou n'ont-ils pas un impact sur le travail. Et cette question a été rajoutée, elle est d'autant plus importante qu'on a pu voir précédemment que les changements organisationnels sont un facteur qui peut avoir à la fois un impact positif et à la fois un impact négatif.
sur la qualité de vie au travail. Et là, on observe là encore, une grande différence entre les salariés et les dirigeants, puisqu'on observe chez les salariés que 33% d'entre eux perçoivent que les changements organisationnels ont un impact positif, que 50% d'entre eux perçoivent plutôt que les changements ont un impact négatif, ce qui est quand même la moitié. Et alors, 17% d'entre eux ne perçoivent aucun impact des changements qui ont eu lieu au travail. Et là encore, on peut comparer avec les dirigeants qui, eux, pour 83% d'entre eux, perçoivent les changements comme ayant eu un impact positif sur leur qualité de vie au travail. Seuls 14% d'entre eux ont perçu plutôt des effets négatifs et une faible part n'ont pas perçu de changement. Enfin, concernant la dernière question de ces points de vigilance, la confiance envers l'avenir professionnel. Donc, on observe là qu'une majorité quand même des salariés ont confiance dans leur avenir professionnel, mais on observe aussi que cette confiance est en légère baisse par rapport à 2016, puisqu'en 2016, c'était 67%, alors que maintenant, ils ne sont que 61%. Et là encore, une dernière fois, on observe une différence avec les dirigeants qui, eux, ont globalement plus confiance dans leur avenir professionnel, puisque 85% d'entre eux répondent oui, qu'ils ont confiance, oui, tout à fait, ou oui, plutôt. Donc, globalement, ils ont 85% ont confiance dans leur avenir, mais là aussi, que cette confiance régresse un petit peu par rapport à 2016. Voilà pour ce qui était des points de progrès concernant ce baromètre de qualité de vie au travail. Merci beaucoup pour désolée pour ces interruptions. Non, il n'y a pas de Les souci. aléas directs. Alors, je précise parce que c'est vrai que vous avez parlé notamment dans ces résultats de questions de charge de travail et du fait que le travail était souvent interrompu, etc. On précise, je pense que c'est clair pour tout le monde, mais c'est une enquête qui a été faite avant la crise liée au Covid, mais probablement que c'est un enjeu qui aujourd'hui est d'autant plus important, mais ça nous éclaire aussi par rapport à cet enjeu-là, mais il fallait peut-être le préciser. Oui, tout à fait. Du coup, effectivement, je ne l'ai pas forcément dit au début, il était affiché sur la diapositive, mais donc ce questionnaire, ce baromètre a été passé en fin d'année 2019, donc juste avant la crise du Covid. Donc effectivement, ça donne des points d'analyse qui sont pré-Covid, mais qui donnent globalement une tendance qui permet d'analyser quand même certains points qui se retrouvent encore aujourd'hui, certainement. Ouais, tout à fait, qui reste valide, voire en effet amplifié par rapport à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Peut-être pour compléter sur cette là maintenant qu'on est à l'ensemble des résultats. Alors j'ai bien noté à la question de Audrey Lomonier sur notamment la question entre la différence de résultats entre les dirigeants et les salariés. Je vous propose de conserver cette question pour notre temps d'échange juste après ce second témoignage de Sandra Baudy. Bonjour Madame Baudy, vous êtes directrice du pôle domicile de l'association ASIA Réseau UNA. Et donc, vous souhaitiez, là aussi, et on vous y a invité, à pouvoir nous faire un témoignage également par rapport à la fois les démarches liées à la qualité de vie au travail dans votre structure et dans un secteur, l'aide à domicile, qui est évidemment qui est extrêmement en phase avec et au front par rapport à ces enjeux-là. Peut-être pour nous en dire plus et au regard d'ailleurs des premiers résultats qui ont été partagés. Voilà, je vous laisse la parole pour nous présenter tout ça. Merci, bonjour à tous. Effectivement, ASIA Réseau UNA, voilà, gros secteur de l'aide à domicile sur Rennes et sur 18 communes aux alentours de Rennes, un siège social qui se situe à Charles-de-Bretagne. C'est 2 pôles d'activité, un pôle établissement, donc avec EHPAD, foyer de vie, hébergement temporaire, accueil de jour, et puis ce pôle domicile avec 3 métiers que l'on y rencontre, l'infirmière sur les centres de santé, l'aide-soignante sur les SSIAD, et puis les aides à domicile sur le SAD, qui est le plus gros service de l'association.
Sierra Leone, c'est 500 salariés à peu près, et donc depuis déjà de nombreuses années, avec le directeur général Ronald Lozakmer, et bien sûr les instances consultatives, le conseil d'administration, tous les administrateurs, cette notion de qualité de vie au travail, voilà, nous interroge, nous questionne. Alors, on est bien sûr passé par différents constats, des enquêtes salariées, mais aussi on est parti des enquêtes des usagers, les enquêtes de satisfaction, premier contact et annuel, et puis de différents temps d'échange qu'on a pu avoir de manière très formelle avec des représentants métiers, à la fois sur des réécritures de projets de service, sur l'écriture du projet associatif, et puis sur les constats que l'on fait au quotidien sur nos services, et notamment sur le SAD. C'est un peu ce zoom que je vais faire aujourd'hui sur le service d'aide à domicile. Pour deux raisons, parce que c'est un secteur qui est en crise, grande difficulté de recrutement, donc il y a beaucoup de choses qui sont organisées, mais pour autant, le maintien à domicile des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, c'est les enjeux sociétaux de demain. Pour autant, voilà, les métiers n'attirent plus. Nous avons très peu de salariés aujourd'hui qui poussent nos portes et qui sont formés, qui sont détenteurs d'un diplôme. Et en plus, voilà, on a aussi des usagers qui, eux, souhaitent être maintenus à domicile dans des conditions qui sont les leurs, mais qu'il faut aussi savoir accompagner avec de la qualité. Alors, la qualité, ça a un prix. Notre convention collective que nous partageons avec la DMR ne permet pas aujourd'hui la reconnaissance de ces métiers qui sont pourtant extrêmement nombreux et qui sont un peu des métiers de l'ombre, celui de l'aide à domicile. Pour autant, au-delà d'une convention collective voilà, qui frise parfois un petit peu l'inconcevable, si on devait se comparer aux autres conventions. Pour autant, on a décidé qu'il était quand même nécessaire de se pencher sur différentes actions et s'organiser autour de qu'est-ce que la qualité de vie au travail et qu'est-ce qu'en attendent nos collègues qui sont aujourd'hui sur le terrain. Donc, on a bien sûr commencé par se dire, on va faire des croisées des métiers, c'est-à-dire que inviter les gens qui sont sur le terrain à venir rencontrer les gens qui sont sur les structures, le siège, mais aussi les structures satellites, et puis demander aux administratifs d'aller aussi sur le terrain pour que chacun sache de quoi on parle, qu'est-ce qu'on fait quand on est assistant RH, comment on déclare un accident du travail, qu'est-ce que ça veut dire, enfin voilà, déjà cette notion d'interconnaissance. Et puis après, on s'est dit, faciliter l'interconnaissance, c'est bien, le travailler ensemble, c'est nécessaire pour ces métiers où on est seul et on est à distance de beaucoup de choses. Pour rappel, contrairement aux services de soins qui reviennent sur site chaque jour à la fin de chaque tournée, les services d'aide ne se rencontrent qu'une seule fois sur une réunion annuelle qui dure 1h30. Donc on voit bien la notion d'isolement que l'on peut ressentir quand on est aide à domicile. Ensuite, on s'est penché sur la notion de l'accompagnement à distance pour une qualité et une notion de proximité. Ensuite, sur un ajustement des besoins en formation. Après, sur comment adapter l'offre de service pour une meilleure réponse aux usagers et par ricochet, un confort pour le salarié. Et puis, le dernier point qui est donner l'envie aux nouveaux collègues de venir travailler à SIA et d'y rester. Donc, concernant le premier point qui était de faciliter l'interconnaissance et de travailler ensemble, on a commencé par, malgré déjà des sectorisations sur 18 communes, on est forcément sur un travail de sectorisation, on ne fait pas toutes les communes de Rennes Métropole, mais on a décidé de travailler encore plus finement notre sectorisation, avec des équipes à taille humaine, maximum 10 salariés, pour que les gens puissent se connaître et se reconnaître. Je dis elle parce que je mets tout au féminin, c'est la majorité. Elles ne se voient qu'une fois par mois, mais pour autant, se voir, il faut qu'on y trouve du sens. On retrouve ce que vous disiez dans votre retour, c'est la qualité des échanges. On voit bien que là, c'est quelque chose qui est important. Quand on est 20, on ne s'écoute pas de la même manière et on ne s'entend pas et on n'ose pas s'interpeller. Donc, on est parti sur des équipes de 10 maximum et qui ont commencé à travailler ensemble sur la rédaction d'une charte. Qu'est-ce que le travailler ensemble? Donc, on est parti du mot « ensemble » et voilà, à chaque lettre du mot « ensemble », chaque équipe y a mis, chaque secteur y a mis sa définition. Donc, et que tout le monde a signé. Et donc, voilà, c'est un engagement de 10 salariés sur comment nous, sur notre secteur, on décide de travailler ensemble.
c'est aussi permettre de mieux adapter les profils des futurs collègues qui seront à recruter secteur par secteur. On a interrogé chaque secteur, on voit bien, voilà, il y a des secteurs qui sont plus jeunes, il y a des secteurs où il y a plus besoin de, voilà, d'intervenir chez des personnes en situation de handicap, pour d'autres, on est plus sur de la dépendance maladie neurodégénérative. Donc, c'est comment on s'adapte et comment on fait équipe. Mieux se connaître, c'est de permettre plus facilement de rompre l'isolement lors des interventions, c'est-à-dire qu'on s'appelle plus facilement, on ne reste plus isolé avec une problématique sur un domicile sans oser en parler. De manière très claire, et ça peut paraître du détail, mais il y a des salariés qui ont pu nous dire, voilà, rester un quart d'heure à chercher où sont les sacs poubelles. Et pour autant, si on ne gère pas les ordures ménagères dans un domicile, c'est quelque chose qui, voilà, qui peut avoir des impacts. Donc là, du coup, c'est je me reconnais au sein d'une équipe, j'appelle plus facilement parce que voilà, je ne suis pas l'inconnu au milieu de 20 à 25 salariés. Ensuite, sur le deuxième item, l'accompagnement à distance de qualité et de proximité, voilà, c'est donner accès à une communication immédiate et autonome. Les téléphones portables professionnels existent depuis longtemps dans notre secteur. Nous, ça fait depuis 2008 qu'on les a mis en place. Pour autant, alors voilà, c'est des choses qui sont assez ancestrales. Ces téléphones étaient bloqués et ne donnaient accès qu'à certains numéros de téléphone. Depuis une année, nous avons débloqué ces téléphones. Donc, il y a un nombre de communications qui sont illimités et il y a un accès aussi à Internet qui permet d'utiliser les fonctions GPS des téléphones. Là aussi, c'est une vraie amélioration de la qualité au travail. Pour nous qui sommes administratifs, dirigeants, ça peut paraître du détail, mais quand on est à pied dans des secteurs où il y a des barres d'immeubles, je vous laisse imaginer la nuit quand il pleut et qu'on ne trouve pas une adresse, pourquoi à un moment on a un téléphone et on n'a pas accès. Donc voilà, l'idée c'était de se dire, mais finalement, soyons dans un mode de confiance et permettons l'accès à toutes les fonctions d'un téléphone, à tous nos aides à domicile. Et s'il y a des gens qui peuvent en abuser, mais finalement, voilà, il vaut mieux faire un travail d'accompagnement sur un ou deux salariés, auprès d'un ou deux, plutôt que de ne pas permettre cet accès à 170 aides à domicile. Donc voilà, le déblocage des téléphones, même si c'est un détail, ça a beaucoup amélioré les conditions de vie au travail. C'est vraiment un retour que les salariés nous font. D'abord parce que voilà, ce sont souvent des femmes qui peuvent aussi être seules avec des enfants et ça permet aussi d'être contactées par les enfants, de ne plus avoir un autre téléphone portable. Donc voilà, c'est aussi un côté positif, c'est un téléphone unique et qui permet de gérer la vie personnelle et professionnelle, notamment sur les temps de déplacement. Sur le troisième volet, qui est celui d'ajuster les besoins en formation sur les temps de réunion, lors des entretiens individuels professionnels, sur les analyses de pratique, on a pu se rendre compte que voilà, chaque secteur, à un moment, on ne peut pas globaliser un service. Il faut, sur chaque petit secteur, avoir une analyse assez fine de la population que l'on fait avec les aides à domicile. Pour le temps, il y a vraiment des moments dédiés sur les réunions. Une fois par an, on se dit quelle est la population que j'accompagne et quels sont les besoins de renfort en formation. Sur ces besoins de formation, je tiens à dire que voilà, il y a les formations qui sont certifiantes. Pour autant, à ASSIA, moi, j'ai vraiment un vrai intérêt à tout ce qui est formation professionnalisante, avec des temps cours de formation, mais où on peut donner l'accès au plus grand nombre, par exemple sur des types de handicap, sur comment on accompagne quelqu'un qui a des troubles cognitifs, sur les savoirs de base quand on est sans diplôme, et c'est aujourd'hui les nouvelles recrues que nous avons. Donc, c'est pouvoir accompagner le plus grand nombre et pouvoir avoir sur chaque secteur un référent, soit pathologie, soit un référent parrainage, mais au moins avoir un référent où toute l'équipe se dit « je suis en difficulté, je ne sais pas quoi répondre à une personne, j'ai un référent qui a fait une formation dédiée, je peux l'interpeller et j'entends ». Tout ça, forcément, ça se structure, il faut aussi dédier du temps à ça, en tout cas avoir des temps de rémunération, notamment pour tous ces rôles de référents. Ensuite, sur le cinquième point, qui est donner l'envie il y avait aussi adapter l'offre de service pour une meilleure réponse aux usagers.
Ce point-là est important parce que, alors bien sûr, Asia, ça fait plus de 35 ans hein, qu'on est sur ce secteur-là. On a eu différentes évolutions. Pour autant, on voit bien que l'accompagnement à domicile, mais comme d'autres accompagnements, hein, bien sûr, on a les services que l'on connaît et pour autant, il faut y apporter d'autres services. Ma collègue, Madame Savina, parlait voilà, de l'aide aux aidants. On voit bien qu'il n'y a pas que... Il y a toutes ces structures-là qui aujourd'hui n'existent pas et pour autant, dans l'innovation, et c'est le I de Asia, on a toujours cherché à aller au-delà. Par exemple, sur les services à domicile, il n'y a pas de temps d'ergothérapeute. On a décidé d'avoir un financement de temps d'ergothérapeute, alors qui est porté par les services de soins, c'est vrai, mais qui peut aussi bénéficier au SAD. C'est comment, voilà, dans des multi-activités, on arrive à trouver du temps qui, aujourd'hui, ne serait pas reconnu sur un SAD. C'est la force, sans doute, des grandes structures, mais c'est en tout cas ce que nous avons choisi de faire à Asia. Un ergothérapeute pour accompagner au domicile des salariés en difficulté sur tout ce qui va être de l'ordre des transferts et de l'utilisation du matériel, mais aussi la mise en place au sein du siège d'un plateau technique où chacun peut venir s'entraîner, tout ça sous l'accompagnement bien sûr d'un ergothérapeute et qui permet voilà, de réaliser, d'être plus à l'aise au domicile. Ça, c'est vraiment quelque chose que les salariés ont pu remonter. C'est, voilà, je ne me sens pas... je sens que je mets en difficulté, je ne suis pas en sécurité, l'usager non plus lorsque je suis à domicile. Donc voilà tout ce qu'on a pu mettre en place. Et puis une équipe mobile aussi d'aide aux aidants qui se rend au domicile et qui accompagne des aidants en difficulté sur des évolutions d'accompagnement, là où les équipes terrain peuvent nous dire, voilà, moi je suis en difficulté, je ne sais plus quoi dire, monsieur ou madame ne souhaite pas mettre en place autre chose et pour autant il est dans un état d'épuisement. Donc tout cela, évidemment, ça a un coût alors qu'on va chercher hein, sur des financements type conférence des financeurs, la CNSA, mais pas que, hein, il y a aussi les fonds propres de l'association qui souvent sont là pour voilà, amorcer un début de réponse sur ces nouveaux services. Les habitats regroupés, c'est aussi c'est un habitat comme un autre, c'est un domicile comme un autre. C'est important d'en parler parce que c'est aussi ce qui se fait aujourd'hui. Hein. On voit beaucoup d'habitats regroupés naître dans les différentes communes. Et donc, nous avons décidé pour mieux accompagner ces parcours, hein, c'est aussi cette offre que l'on permet à nos salariés, c'est de se dire, voilà, on est aide à domicile un jour, on l'est pas forcément toujours, ou en tout cas, on va pouvoir bénéficier au sein de la structure d'un accompagnement sur l'évolution de mon projet professionnel. Il y a la formation, mais il y a aussi tous ces nouveaux métiers, l'animation, l'accompagnement à la vie sociale dans ces habitats regroupés. Voilà, c'est aussi des choix qui ont été faits de privilégier ces parcours internes pour aller découvrir d'autres missions. Et on voit bien que c'est aussi, c'est ce que l'on cherche, hein. On voit dans votre baromètre le résultat, l'évolution des missions et des interventions, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, si l'ambiance, évidemment, est première, ça on l'imagine bien, mais on voit qu'on est dans des générations, on a aussi envie que ça bouge, on a ces évolutions sociétales de, voilà, je ne suis plus forcément le salarié d'il y a 30 ans, je suis aussi un salarié qui aime que ça bouge et je m'inscris dans différents métiers, différents profils et ça ne me fait pas peur. Là où avant, on pouvait avoir des vrais freins, des vraies craintes. Ensuite, sur la notion de donner l'envie aux nouveaux collègues, c'est bien là aussi les enjeux de demain et c'est bien là où il nous faut insister sur la qualité de vie au travail. Et cette qualité de vie au travail, à notre sens, elle s'amorce dès le début d'entrer dans notre association. On a vu trop de nouvelles recrues partir au bout d'un mois, au bout de 2 mois, avec tout ce que ça nécessite en termes d'accompagnement. Du coup, on s'est vraiment questionné sur comment intégrer au mieux des nouveaux salariés qui ne sont pas forcément formés, qui ne connaissent pas forcément le secteur, mais qui ont l'envie. Et avant, on était plutôt sur la recherche de diplômes, de compétences. Finalement, déjà, avoir l'envie, c'est énorme. Mais ça, il fallait que tout le monde le partage. Donc, on a mis en place une proposition de parcours d'intégration avec la mise en place d'un parrainage renforcé. Donc, il y a un parrain sur chaque secteur de 10 salariés qui va accompagner, alors déjà pour un temps d'interconnaissance en amont des interventions et qui va être pendant un trimestre le référent terrain de
de ce nouveau salarié et il y aura vraiment des temps d'échange à la fois téléphoniques, mais aussi à nouveau de revenir ensemble sur un domicile. C'est tout bête, mais c'est voilà, comment on utilise son téléphone, comment on badge, comment on interpelle le service quand on a une difficulté. C'est plein de choses et notamment sur ces changements d'organisation. Alors, on voyait dans votre restitution qu'il y avait du positif, mais on voyait aussi que ça pouvait être un élément négatif, ces changements d'organisation, et que ça pouvait aussi faire peur. Je pense vraiment, et ça, c'est des jeunes salariés, des nouvelles recrues qui ont pu nous dire, voilà, ce monde de l'aide à domicile, ça bouge, hein, on voit bien des usagers, voilà, je suis hospitalisée, je n'ai pas besoin d'une intervention, ou les arrêts de travail hein, qu'il nous faut gérer, c'est de tous être d'accord au sein de l'association, notamment sur les astreintes hein, qui sont gérées, c'est pendant plus d'un trimestre, on ne demande pas à un nouveau salarié d'aller intervenir chez quelqu'un qu'il ne connaît pas. Ça le met en difficulté, les gens nous ont bien dit, nos salariés hein, nous ont bien dit, moi je prépare mes tournées la veille avec les adresses, qu'est-ce que je dois y faire? Si le matin, l'astreinte les appelle en disant changement de programme, ils n'y trouvent plus le sens, ça leur fait peur et ils partent. Donc voilà, cette notion d'intégration, c'est aussi prendre soin des jeunes salariés, ou moins jeunes hein, du reste, qui nous rejoignent, soit qui changent de parcours professionnel, ou soit qui intègrent après leurs études notre association, c'est de voir comment on peut les accompagner. Il y a un temps d'échange aussi, après à peu près 2 mois hein, de présence dans l'association, avec le directeur général, avec Ronald Lozakmer, qui présente sur une matinée l'association. Il y a un temps de partage d'un repas. Donc là, on va y retrouver des salariés de l'aide à domicile, du soin, mais aussi des administratifs qui sont tous arrivés sur la même période. Donc ça permet aussi de se dire, ben voilà, on est les recrues du premier trimestre 2020. Ça permet de se connaître, d'échanger sur les pratiques. Et puis l'après-midi, il y a un temps, un passage en plateau technique avec l'ergothérapeute, quel que soit le métier, pour aller découvrir ce que c'est aussi voilà, la notion de dépendance et de besoin d'utiliser du matériel. Il y a un accès prioritaire pour ceux qui n'ont pas de diplôme du secteur à une formation sur les savoirs de base pour ne pas être en difficulté et pouvoir répondre rapidement à des usagers voilà, qui ont aussi leurs exigences et on le comprend, c'est un coût, le service d'aide pour la grande majorité. Et puis, c'est aussi la mise à disposition d'un classeur professionnel avec des guides, entretien du logement, entretien du linge, un guide cuisine. Hein. Je rappelle, voilà, là aussi, il faut qu'on s'adapte aux générations. Une ancienne génération qui sait cuisiner, une nouvelle génération qui est un petit peu moins voilà, encline à réaliser des soupes, des bourguignons, des blanquettes et que sais-je. Donc, voilà, des choses où il faut qu'on puisse aussi avoir des générations qui se retrouvent. Et puis là aussi, on voyait hein, au travers de vos propos que la plupart une grande majorité des salariés recommanderaient leur structure de travail. On mise aussi énormément sur tout ce qui est cooptation. C'est-à-dire, voilà, il y a des primes hein, forcément à la cooptation, il faut aussi savoir récompenser. Mais du coup, de cette cooptation, c'est aussi un autre accompagnement qui est parallèle de supervision, c'est quand on coopte, on suit aussi soit l'ami, soit le voisin, soit que sais-je, mais en tout cas, on continue aussi à suivre ce collègue qu'on a fait venir au sein de l'association. Donc voilà, à venir, il nous faut aller plus loin, bien évidemment, dans l'amélioration de ses qualités de vie au travail. Tout ça peut paraître basique, mais sur un SAD, ça n'est pas basique. Ça nous a demandé du temps de travail parce qu'il faut travailler ensemble, parler ensemble, communiquer. Les niveaux aussi d'études sont différents au sein même d'un SAD. On a 3 niveaux de qualification. Il y a ceux qui n'ont pas de diplôme, ceux qui ont un titre ADVF et ceux qui ont un diplôme d'auxiliaire de vie sociale. On voit bien que là aussi, il faut que tout le monde s'entende, que tout le monde se parle et se réunisse. Donc, on ira plus loin sur l'autonomisation des équipes avec la mise en place d'un référent. On a déjà commencé sur certains secteurs, mais de référents tournés, c'est-à-dire qui mieux que celui qui est à domicile est en capacité de dire un nouvel usager, on l'entre, mais on l'entre sur tel créneau, tel secteur, ou un tel, on peut le bouger. Le planning, c'est le nerf de la guerre, hein, vraiment sur tous les services d'intervention à domicile. À notre sens, et ça on partage voilà, majoritairement, hein, c'est jamais tous ensemble, même si on le souhaiterait, c'est de pouvoir leur permettre aussi d'intervenir sur la planification de leur travail, mais aussi autour de leur vie personnelle. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il est nécessaire de permettre d'avoir
une qualité de vie au travail et aussi une qualité de vie personnelle. Sinon, les deux, si elles ne se rencontrent pas, on n'arrive pas à garder les salariés et à leur donner l'envie de rester dans ce secteur-là, qui est un secteur difficile, compliqué, mais pour autant, les gens, on voit bien, et c'est le retour des enquêtes de satisfaction, les gens sont satisfaits, estiment que les interventions sont de qualité. Donc, c'est là aussi, nous, toute la communication qu'on a à faire et à restituer toutes ces informations que l'on a auprès des usagers, des salariés. En conclusion, bien sûr, on a tant de choses à faire et j'aurais tant de choses à vous dire encore. En tout cas, un travail qui commençait depuis déjà 4 ans, donc on voit que c'est lent, mais il vaut mieux aller lentement et sûrement, avec une volonté qui n'est pas toujours portée par tous, parce qu'on voit bien que là aussi, il va nous falloir lever des craintes, les craintes des responsables de secteur, de pouvoir être dépossédés de certaines missions. Mais pour autant, les réévaluations annuelles, on demande aussi à ce que ce soit les référents terrain qui les réalisent. On demande aussi à ce que le projet de vie personnalisé des gens soit porté par aussi les référents terrain. C'est eux qui sont au quotidien. Donc, on voit bien que ça vient là aussi un petit peu questionner je me sens dépossédée de ce que je faisais avant. Pour autant, voilà, on va se faire accompagner. C'est vraiment un choix institutionnel de se faire accompagner aussi par un cabinet sur toute cette notion d'autonomisation. Enfin, voilà, il faut que ça soit porté par l'extérieur. Voilà. Merci beaucoup, Sandra Baudy, pour ce témoignage extrêmement riche, d'ailleurs, qui en écho aussi avec le premier de Madame Savina et qui, je trouve, donne bien, en effet, les enjeux. Moi, j'ai noté beaucoup de choses à travers ces premiers témoignages, déjà sur l'enjeu du dialogue social, bien entendu, dans cette démarche collective, et puis le besoin d'être accompagné, je dirais, dans ces démarches, d'avoir le droit à l'expérimentation aussi. Savina l'évoquait, pour jouer sur ces enjeux de proximité, de responsabilité, de valorisation aussi des compétences, dans un lien aussi assez évident, je dirais, avec la question de l'attractivité et du maintien dans l'emploi, parce que c'est aussi ça l'enjeu dans nos structures. Peut-être ça fait la transition assez naturellement avec le temps d'échange maintenant qu'on se propose d'avoir. Et si vous le permettez, je vais donner la parole à Younes Benjab, qui nous a rejoint dans ce webinaire, qui est chargé de mission, prévention et santé au travail à Corom, qui puisse présenter aussi, si vous en êtes d'accord, déjà faire une premier retour sur ces premiers témoignages de manière générale. Et puis, voilà, moi, si je me mets à la place d'une structure de l'ESS face à ces enjeux, comment est-ce que je fais pour m'engager dans ces démarches? Quel accompagnement je peux avoir par Corom ou par d'autres? Comment est-ce que je m'engage concrètement dans ça? Comment est-ce que ça fonctionne si j'ai cette volonté-là? Effectivement, ce qu'on a pu soulever à travers les différents témoignages, aussi bien de Madame Savina que de Madame Baudy, j'ai beaucoup aimé la notion de la question de la qualité de vie au travail. C'est vraiment un tout. Et donc, on a pu voir justement à travers les différents témoignages la multitude d'actions qui permettent soit de promouvoir la qualité de vie au travail, ou soit l'absence justement de ces actions, de ces dispositifs, va avoir un impact sur la perception aussi bien des salariés que des employeurs. Et donc, sur la question de l'accompagnement, effectivement, alors ça a été indiqué en préambule, notamment par Justine, sur les différents types de services que nous mettons à disposition de nos adhérents. Et donc, les formats sont assez variés, et ça peut aller effectivement du simple conseil sur un point très précis qui relève des conditions de travail, de la qualité du lieu de travail et de la prévention des risques professionnels. Ça peut porter également sur la mise en place de séminaires. Donc là, l'idée, c'est vraiment de partager un socle de repères sur des questions qui renvoient aussi bien à la qualité du travail, aux documents uniques, à la prévention des risques psychosociaux, à la question des absences au travail pour raisons de santé. Et puis, il y a également tout ce qui renvoie et qui permet de répondre à la nécessité justement d'être accompagné. Et ça peut se traduire effectivement soit via les clubs prévention, donc dans un cadre collectif, ou à travers des actions plus individualisées, où là, nous allons intervenir plutôt au sein des
des structures, des établissements sur une problématique qui aura été définie en amont avec les commanditaires. Donc, le champ d'intervention et les possibilités d'accompagnement, effectivement, sont nombreuses et les modalités d'accompagnement vont varier en fonction des objectifs et des moyens, mais également aussi en fonction de l'état d'avancement de chaque structure sur ces questions. Parce que Madame Bodil l'a souligné et à très juste titre, effectivement, ces questions-là, ce sont des questions aussi qui prennent du temps et qui nécessitent un engagement. Et donc, je pourrais presque m'avancer en tous les cas pour souligner que cet aspect-là également est aussi important au sein de Canard Mort, et puisqu'on connaît très bien, l'association. Effectivement, on voit bien qu'il y a, au-delà de la question des ressources, des moyens, il y a également la question de l'engagement sur ces structures. Et ça aussi, pour fédérer, pour sensibiliser les acteurs, eh bien, effectivement, c'est quelque chose qui peut prendre du temps en fonction du contexte dans lequel on évolue. Et c'est d'autant plus vrai, notamment dans le contexte actuel, avec la Covid, où on constate parfois un épuisement des équipes, de la fatigue. Et c'est vraiment des points qui, en tous les cas pour les employeurs avec lesquels on est en contact, qui nous indiquent que dans le contexte actuel, c'est vraiment un effort supplémentaire parce qu'il y a cette nécessité de remobiliser les équipes dans des contextes qui ne sont pas toujours faciles. Ouais. Merci pour ces éléments. Peut-être justement par rapport à ça, Martial, j'ai envie de te poser une question en tant qu'employeur aussi, en tant que dirigeant, je dirais, de structure représentant des employeurs. Comment est-ce qu'on fait aussi pour engager, je dirais, les équipes dans ces démarches? On le sait, pas forcément évident, mais comment est-ce que ça peut en effet, parce que on parlait de la question de la formation, par exemple, c'est en effet une des responsabilités aussi de l'employeur, d'engager aussi la montée en compétences, le lien avec l'attractivité des métiers, on sait que c'est un enjeu extrêmement important. Comment est-ce que ça fait écho, toi, par rapport à ce que tu peux vivre aussi en tant que représentant employeur? Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les témoignages là, qui sont apportés montrent quand même la spécificité de notre secteur sur l'intérêt, l'attention qui est portée aux salariés, aux professionnels. Madame Baudy a dit tout à l'heure, prendre soin. Et à un moment donné, c'est vrai, on est vraiment dans cette prise de soin parce que les salariés, les professionnels sont confrontés à des questions qui sont souvent incontournables. Et donc, il faut les aider, les accompagner, prévenir. Et donc, je pense que toutes ces questions-là, elles remontent auprès des encadrants de proximité, auprès des dirigeants et auprès des bénévoles, puisque dans les associations, on porte aussi l'ensemble de l'affaire, quoi. Donc après, alors, comment on fait, comment on organise ça? Moi, ce qui m'a frappé dans tout ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'on évoque les choses quasiment dans leur moindre détail, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une attention portée à, mais c'est sur tel et tel axe, sur tel et tel item, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, qu'est-ce qu'on propose. Et on voit là, en à peine une heure, tout ce qu'on a balayé comme point d'action, comme levier. Et je crois que c'est un... Bon, voilà, on a parlé, Madame Savina a parlé tout à l'heure du droit à l'expérimentation, mais c'est le droit aussi à l'initiative, à la créativité pour prendre les bouts par ce qui nous semble déjà peut-être le plus appréhendable pour chacun. Que ce soit la question de la formation, que ce soit d'autres questions, mais je crois que c'est à chaque structure de prendre l'affaire par ce qui peut faire un intérêt pour faire avancer les choses le plus rapidement possible. Mais moi, ce qui me frappe surtout, c'est ce potentiel, cet engagement, cette mobilisation pour faire avancer les choses. Et il faut bien le dire, parce que je vois un peu ce qui se passe sur d'autres secteurs, il faut bien le dire que le secteur de l'économie sociale et solidaire a cette sensibilité-là.
que d'autres n'ont pas. L'aide à domicile dans l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas l'aide à domicile d'autres structures. Alors, c'est ma première réaction. Je voulais aussi avoir un petit point sur le baromètre, sur une question qui était on a dit qu'il y avait que les salariés comment dire, n'étaient pas satisfaits. Enfin, il y avait un problème de satisfaction sur le fait qu'ils étaient pas mal dérangés dans leur travail, qu'ils avaient d'autres tâches, que ça venait pas mal encombrer ce qui pensait être le travail. Moi, je constate que le travail qui est attendu, le travail qui est décrit a posteriori, préalablement, n'est pas le travail que l'on fait tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans notre travail quotidien, on fait bien d'autres choses que ce qu'on attend de vous. Et c'est ça qu'il faut valoriser, c'est ça qu'il faut arriver à trouver. Et c'est quand on a cette reconnaissance-là, et quand on a pour reprendre des termes qui ont été utilisés, quand on a une information qui est donnée, qui est partagée, je pense que la question du partage, on peut revenir aussi là-dessus, ça va rendre à l'aise beaucoup plus les personnes qui interviennent. Voilà un petit détail que je voulais ajouter à mon intervention. Oui, alors si je peux vous répondre concernant cette notion d'interruption au cours du travail, en fait, elle n'est pas directement, enfin, elle n'est pas contraire à ce que vous évoquez dans la notion de travail prescrit et de travail réel. C'est-à-dire que le travail réel, c'est beaucoup plus riche, ça demande beaucoup plus d'investissement. Et bien sûr, c'est quelque chose à valoriser pour lequel on doit être reconnu. Et pour faire simplement un petit point sur cette question qui vous a marqué, la notion d'interruption, en fait, elle renvoie simplement plus au fait de ne pas pouvoir, disons, se concentrer sur une tâche en particulier lorsqu'on sait qu'on doit réaliser quelque chose. On a voilà, une tâche à faire, quelque chose qu'on doit atteindre avant la fin de la journée parce que voilà, il y a des gens qui dépendent de nous et qu'on est sans cesse interrompu dans la réalisation de cette tâche. Là, ça devient problématique et c'est pas forcément lié en fait au travail. Enfin, disons que ça fait partie bien sûr du travail réel. La capacité de tous à faire face à des impondérables et à des imprévus, bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut valoriser et reconnaître, mais en même temps, il faut je pense, avoir conscience du fait que ça met à mal parfois le travail et que les individus, dirigeants comme salariés, ont besoin au quotidien aussi de se trouver dans un contexte dans lequel ils peuvent réaliser leurs tâches et ce pourquoi ils travaillent. Alors, j'entends pas vos réactions. Non, bien sûr, mais je voulais simplement noter l'écart entre le travail réel et le travail prescrit, tel que vous dites. Et en fait, le travail il est beaucoup plus important, beaucoup plus riche que ce qui est décrit au départ, quoi. Oui, tout à fait. Peut-être sur une question plus, je dirais plus technique, mais par rapport à la réalisation du baromètre qui nous a été posé par Sarah Guy sur le statut des répondants, notamment salariés, sur le fait que 90%, je crois, des répondants étaient en CDI. Elle demande si c'est représentatif de l'ESS et si vous avez aussi intégré dans ce baromètre cet enjeu du type de statut par rapport justement au point d'appui et au point, je dirais, problématique au sens large que vous avez identifié. Est-ce que la question du statut a une importance et est-ce que vous avez réussi malgré tout à l'approcher ou à essayer de la qualifier à travers ce baromètre ou à travers les différentes actions que Rome est amené à réaliser? Alors, concernant la question du statut, effectivement, c'est une question qui est déterminante. Est-ce que c'est représentatif en premier lieu de la photographie, en tous les cas, du salariat dans l'ESS? Pour être très franc, je n'ai pas les chiffres exacts sur cet aspect. Néanmoins, dans le cadre du baromètre sur la qualité de votre travail que nous avons mené auprès des dirigeants et des salariés de l'ESS, que pour mémoire, notre enquête est lancée tous les 3 ans, donc à destination du plus grand nombre. Donc,
C'est vraiment sur la base du volontariat qu'on répond à cette question-là. Et donc, bien entendu, la question du statut joue un rôle majeur sur la qualité de vie au travail. Le fait d'être en CDD et en CDI, on ne va pas forcément avoir la même perception parce que, de fait, il y a déjà le côté et de quel type aussi de CDD on parle. Est-ce que c'est un CDD, par exemple, choisi ou contraint, d'une part, et lorsque celui-ci est contraint, par exemple, effectivement, se pose la question de l'insécurité d'emploi derrière. Et donc, forcément, on ne va pas avoir le même rapport au travail puisqu'on est happé aussi par cette préoccupation de l'avenir professionnel et qui est lié aussi à la nature du contrat. Donc, bien entendu, ça va avoir des répercussions sur la manière dont on perçoit sa qualité de vie au travail au sein de la structure. Mais ce n'est pas un élément qui va agir de façon isolée. C'est avec la combinaison de d'autres déterminants, d'autres facteurs qu'on interroge à travers une multitude de questions qui vont permettre justement de déterminer et arriver à qualifier cette qualité de vie au travail au plus juste. Donc, je dirais qu'au-delà de la simple note de la qualité de vie au travail, c'est vraiment l'idée de repérer quels sont les déterminants à l'œuvre qui vont être intéressants. Et la question, effectivement, du statut en est une. C'est très clair. En effet, c'est un des éléments, mais ce n'est pas le seul. On a bien compris sur lequel on peut jouer, ce qui est une première réponse déjà apportée aux structures et aux personnes qui peuvent nous regarder aujourd'hui. Peut-être par rapport à cet enjeu-là, Madame Baudy ou Madame Savina, par rapport à la manière dont vous avez aussi intégré cet enjeu dans vos propres démarches internes, est-ce que ça joue et comment justement vous arrivez à travers l'engagement aussi des salariés dans le sens aussi qu'on donne au travail, à essayer d'agir sur cet aspect-là? Moi, je peux bien prendre la parole. Effectivement, j'ai oublié aussi de dire au préalable que bien avant tout ça, déjà, on a pensé à ce qu'était le métier, ce qu'attendaient les salariés de cette notion de contractualisation. On a une gouvernance qui est très claire à ASSIA, c'est du temps plein en CDI à tous les salariés qui le souhaitent. Sur un SAD, c'est clair que voilà, on a des gens qui pouvaient avoir avant et à qui encore d'autres structures peuvent proposer des 70%. Ça n'est pas possible de vivre avec un contrat de cet ordre-là. Pour autant, le métier est difficile, il est fatigant, il est contraignant. Mais aujourd'hui, on a des salariés qui clairement veulent avoir accès à des temps pleins. Bien sûr, le temps choisi reste possible, mais sinon, de manière... sur toutes les commissions de recrutement, on est vraiment sur des propositions de CDI à temps plein. Pour autant, et vraiment il y a un bémol, et je parlais de ces chocs un petit peu intergénérationnels avec qui voilà, on doit travailler ensemble et puis s'écouter et se comprendre. On voit bien qu'aujourd'hui, la jeune génération qui intègre nos commissions de recrutement et qui viennent travailler dans la structure, voilà, ne sont plus en recherche forcément d'un CDI. Le CDI n'a plus la même importance à leurs yeux. On est un peu, alors voilà, on pourrait parler d'une génération Y, un peu Kleenex, un peu... Oui, c'est vrai, mais pour autant, c'est la génération de demain et il faut qu'on travaille avec. Donc, nous avons forcément allégé un petit peu les exigences qui hier n'étaient que du CDI sur la possibilité de rentrer à ASSIA avec un CDD choisi et une évolution vers le CDI. Mais c'est vrai que les jeunes générations, qui en plus n'ont pas de diplôme, se laissent aussi le choix de se dire « je viens découvrir », mais c'est ça aussi le monde du travail aujourd'hui, et peut-être que j'y resterai pas, et peut-être que voilà, je vais faire 6 mois, qu'après j'irai faire le tour du monde pendant 1 an, et on a aussi des salariés qui sont revenus chez nous après en disant « mais finalement j'y reviens parce que j'étais bien ». Donc c'est tout ça qu'il faut savoir écouter, qu'il faut savoir adapter. Mais c'est vrai que la base, vraiment pour aussi améliorer la qualité de vie, c'était à ASSIA donner accès à du temps plein CDI, avec en plus la mise en place vraiment pour ces métiers qui sont un petit peu compliqués et parfois qui rencontrent eux-mêmes des difficultés sociales. C'est pour ça que dans le prendre soin, ça avait vraiment du sens, la mise en place d'un mi-temps assistante sociale pour toute l'association à destination des salariés. Et Madame Savinet, par rapport à cet enjeu-là, temps plein, temps complet, CDI, CDD, comment est-ce que vous avez aussi abordé, je dirais, cet enjeu-là?
Oui, tout à fait. Au niveau des différents établissements, on a beaucoup recours au CDD pour pallier l'absentéisme croissant, malheureusement, de nos salariés permanents. Une des solutions qui a été trouvée, qui a été expérimentée justement, c'est l'embauche de CDI remplaçants. Donc, on propose des CDI, mais sur des postes de remplacement, donc qui sont volants sur plusieurs établissements, sur un même bassin géographique. Donc, ça peut aussi répondre à cette problématique de besoin de CDIsation. Mais effectivement, on a, comme le disait Madame Baudy, il y a aussi on peut retrouver aussi beaucoup de besoins de rester en CDD, de ne pas s'engager sur la durée auprès d'un employeur. Mais c'est bon, c'est pas la majorité, bien évidemment. Et il y a deux autres actions qui ont été menées au sein de Conarmor depuis quelques années maintenant. C'est un appel à oxygène, c'est-à-dire que dès qu'on a des opportunités d'emploi ou d'augmentation d'un temps partiel, c'est de proposer à l'ensemble de nos salariés en priorité l'accès à ces emplois-là et la possibilité aussi de se dire, aujourd'hui, je quitte mon établissement pour aller tester un autre emploi dans une autre nature d'établissement. Ça a été mis en place notamment en 2016 et 2017. Et il y a 68 personnes sur 92 personnes qui en faisaient la demande qui ont eu une réponse favorable à leur appel à oxygène. Et il y a également une charte de mobilité et de permutation entre différents acteurs du bassin. Des associations qui adhèrent à Solidacité, et notamment la Fondation Massétrividi et la Sauvegarde 29 et 56. Dès qu'il y a des opportunités d'emploi dans l'une ou l'autre des structures, elles sont partagées sur les établissements. Donc, ça permet aussi à des personnes qui sont en CDD, qui ont accumulé une certaine expérience, de pouvoir aussi prétendre à un poste qui serait proposé peut-être pas par Conarmor, mais peut-être par d'autres acteurs du secteur et dans le même territoire d'emploi. D'accord, merci pour ces éléments qui, là aussi, donnent à voir des initiatives très concrètes qu'on peut mettre en place sur cet enjeu-là. Je vais donner la parole à Younes Benjab sur une question qui nous a été posée sur notamment comment est-ce qu'on peut utiliser l'outil baromètre pour comparer aussi ces résultats et essayer de s'engager là aussi dans cette démarche. Alors effectivement, dans la question, il a été fait mention de Conarmor. Donc, pour utiliser ou décliner le baromètre sur la qualité de vie au travail, la porte d'entrée, elle est simple. Soit vous passez par l'équipe de Sylvie qui est sur votre territoire, soit vous écrivez directement à l'adresse suivante qualité de vie au travail @corum.fr. J'en profite pour rappeler quelques préalables ou quelques éléments nécessaires en tous les cas pour décliner le baromètre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le baromètre, il est déclinable auprès de toutes les structures de plus de 350 salariés. On peut descendre jusqu'à des seuils allant jusqu'à 200, pas en dessous, tout simplement pour des raisons statistiques et pour maintenir l'anonymat des répondants, la confidentialité. Et donc, bien entendu, dès lors où une structure fait appel à l'équipe SQVT de Corum, on vous accompagne tout au long du déploiement du baromètre, et donc en vous fournissant le questionnaire qui va bien, la création du site qui va bien et qui permet justement à vos collaborateurs de renseigner leurs réponses. On se charge également du traitement. On vous remet également un kit de communication dédié à cet effet pour relayer l'information sur le déploiement du baromètre. Et tout ce travail-là donne lieu, en tous les cas, à l'élaboration d'un rapport qu'on est en mesure également de venir vous présenter au sein de vos instances de pilotage. Donc, j'ai envie de dire qu'un simple échange sur les objectifs visés à travers la mise en place du baromètre sont nécessaires avec nous, en tous les cas, pour voir s'il est possible de le décliner ou pas. Parce que ce type de baromètre, en tous les cas, il ne vise pas à se satisfaire, par exemple, de la note de la qualité de vie au travail, principalement lorsque celle-ci est élevée. Alors, effectivement, il peut servir à ça, mais ce n'est pas sa vocation première. Sa vocation première, c'est vraiment comme a pu l'expérimenter l'association Conarmor, c'est non seulement de disposer d'une photographie à un instant T,
avant le Covid, après ou pendant le Covid, ou même bien après le Covid, c'est aussi la possibilité de pouvoir se comparer avec sa CCN d'appartenance, et c'est aussi la possibilité de se comparer avec l'ensemble de l'économie sociale et solidaire. Là, sur l'année 2020, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce service, on l'a enrichi à travers des analyses plus poussées. Donc, il sera possible également pour vous de vous proposer des zooms ou des focus très précis jusqu'à, si vous êtes organisé par pôle, par établissement, par fonction, vous avez la possibilité aussi d'élaborer des plans d'action adaptés en fonction des résultats du terrain. Et qui sont avec, j'ai envie de dire, le regard ou le zoom sur lequel votre choix sera porté. Et donc, tous ces éléments-là, bien entendu, sont discutés avec l'équipe SQVT et on se fera un plaisir, en tous les cas, si vous êtes intéressé par ce service, d'une part, à répondre à vos interrogations pour savoir si vous pouvez bénéficier de ce type de dispositif, et d'autre part, pour vous accompagner dans son déploiement. Merci pour ces précisions. Ouais, il me semble, alors je ne sais pas si c'est moi qui ai mal entendu Younes, mais il me semble que pour l'adresse mail, c'est prévention@quorum.fr et non pas qualité-du-travail@quorum.fr. Alors, toutes les portes d'entrée sont... Juste pour préciser. On enverra de toute manière l'ensemble des contacts à l'ensemble des participants et des inscrits. Suite à ce webinaire, vous aurez tous les contacts et tous les éléments à votre disposition. Mais c'est en effet extrêmement important de pouvoir savoir vers qui s'adresser si on souhaite se faire accompagner. C'est aussi un des enjeux de ce partenariat. Et on arrive il est à peu près midi, donc on arrive à la fin de nos temps d'échange. Donc, sauf s'il y a des dernières questions ou remarques qui sont encore possibles. Peut-être que je peux donner la parole à vous, Madame Mambour, pour Quorum, sur déjà des premiers éléments de conclusion, peut-être par rapport à ça, sur les éléments qui ont été échangés ce matin. Très, très riche déjà, c'est vrai, en une heure, on a déjà brossé beaucoup d'enjeux. Ce qui vous semble aussi important à souligner par rapport à notre matinée. Écoutez, oui, je vous remercie. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'à travers les témoignages, à travers les questions qui ont été posées, on voit que la qualité de vie du travail, c'est vraiment un enjeu pour les employeurs en fait, de l'économie sociale et solidaire. Les acteurs de la protection sociale sont là pour vous accompagner. Nous sommes vos partenaires. Nous avons la possibilité de vous proposer donc, des services de nos spécialistes, de nos chargés de mission, pour vous aider à fidéliser vos salariés, à recruter, à améliorer la qualité de vie au travail. C'est vrai que sur la Bretagne, donc, avant la crise sanitaire, nous avions donc un club prévention sur Brest et nous avions donc envisagé d'en monter un également sur Rennes. Donc, je pense que lorsque l'orage sera passé et qu'on pourra à nouveau travailler dans des conditions plus sereines, on pourra relancer ces clubs prévention. Donc, Charline Pellerin, donc, qui est notre conseillère de proximité, est bien évidemment à votre disposition pour vous accompagner. Elle peut aussi répondre à vos questions sur cet aspect qualité de vie et santé au travail. Voilà, en tout cas, merci pour vos témoignages et votre participation. Merci Madame Mambour. Peut-être Martial, si tu souhaites conclure également côté UDES, je dirais, sur ce qu'on a pu évoquer ce matin. Alors, oui, c'est difficile de faire une conclusion. Il n'y a pas de conclusion à faire. Moi, simplement, en termes de perspective, je souhaite qu'on reprenne les choses au niveau de la délégation régionale et qu'on puisse voir aussi ce qu'on fait de toute cette richesse d'intervention. Bon, il y a peut-être aussi des axes sur lesquels on peut travailler collectivement, certainement apprendre. Je crois qu'il y a un replay qui sera prévu, enfin, qu'on pourra revoir. Donc, je pense qu'on va retourner dessus et puis le partager le plus possible. Ouais, tout à fait. Je remercie tous les intervenants. Ça a vraiment été très, très intéressant.
Ouais, je m'associe à ce remerciement, c'est vrai que c'était extrêmement riche. Il me reste à vous remercier toutes et tous, et également dans le sens qu'a évoqué Martial, puisque maintenant la possibilité de suivre aussi cet enjeu-là et d'agir aussi sur cet enjeu-là. Je sais que la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, avec qui on est en partenariat au niveau de la Bretagne, est en préparation de journées sur la qualité du travail et qualité de l'emploi en janvier, donc on gardera ça de près et on aura l'occasion de revenir vers vous sur ces différentes actions et différents enjeux. Voilà. Bah, écoutez, merci à toutes et à tous pour votre participation et votre attention. Et très bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir.